Il s'agit de répondre au Premier ministre. Donc, effectivement, ça nécessite quelques explications. Au cœur de l'été, le 17 août, j'ai reçu, comme tous les maires de Loire-Atlantique, un courrier de Madame la préfète de Loire-Atlantique qui nous transmettait un courrier du Premier ministre qui lui était daté de début août et qui faisait suite à la conférence, pour ceux qui ont suivi ça en juillet, la conférence nationale des territoires qui avait été organisée par le gouvernement en présence du président de la République et qui lançait une démarche que souhaite le nouveau président de la République de réunir tous les 6 mois les représentants des collectivités, donc les associations des collectivités, donc l'association des maires de France, des départements de France, des régions de France, pour discuter de nos finances publiques. Effectivement, il y a un vrai sujet. Je peux vous citer une phrase de la lettre du Premier ministre qui pose, je pense, bien les choses. La situation de nos finances publiques est connue. Quand nos voisins, il y a une comparaison qui est assez audacieuse mais qui est intéressante, quand nos voisins allemands prélèvent 100 € en impôts et en dépensent 98, quand ils en prélèvent 100 et qu'ils en dépensent 98, donc ils mettent deux de côté, nous, en même temps, nous prélevons 117 et nous dépensons 125. Donc je pense que le sujet, il est bien posé quand même sur la façon dont, depuis 1974, le budget de la France est voté en déficit. Quand on cumule depuis 1974 un déficit, là, forcément, la catastrophe se précise d'année en année. Donc pour rétablir les comptes publics, il y a déjà eu des forts efforts de fait sur les dotations communes dans tout le mandat précédent, mais le gouvernement veut aller plus loin. Donc il nous pose 4 questions. On peut aussi, il a souhaité lancer un débat avec 4 premières questions. On peut aussi répondre en dehors de ces 4 questions. Il avait interpellé donc tous les maires, et moi j'ai souhaité que ce ne soit pas une réponse du maire. Après, notre réponse, on l'envoie sur un site. Maintenant tout ça est numérique, mais qu'on puisse organiser un débat et que ce ne soit pas une réponse du maire, mais une réponse du conseil municipal. Ça me semble avoir plus de force. Et puis nous avons échangé en commission. Là, on n'est pas obligé d'être dans toujours des affrontements opposition-majorité. On peut, si on partage un certain nombre de choses en commun, s'accorder sur un texte. C'était la proposition que j'avais faite. On a dû, ensuite, aux observations de la commission, j'ai intégré les remarques des uns des autres. Voilà, et puis, oui. Pardon, elle ne figure pas dans le compte rendu de la commission. Alors non, parce que ce qu'il va faire, c'est ce que nous avons, comme convenu, envoyé lundi et mis sur table ce soir. Oui, mais non pas dans le document de réponse, mais dans le compte rendu, nous aurions aimé que figure le fait qu'il est proposé d'ajouter la remarque concernant la suppression de la taxe d'habitation. Bien sûr, oui, tout à fait. On peut le rajouter, on peut tenir compte. Bien évidemment, ça a été une commission qui a fait son travail, c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges et on a enrichi. Moi, j'ai fait un premier jet et, comme toujours, il est fait pour être enrichi. Donc, on a tenu compte des différentes remarques. Donc je vais vous redonner les éléments que vous avez en fait là sur table. Donc la version corrigée suite à la commission. C'est un peu long, mais ça mérite quand même. C'est intéressant parce que derrière tout ça, il y a des décisions qui seront prises au plus haut niveau qui vont impacter la suite de nos budgets, de toutes les communes, de toutes les collectivités durant ce nouveau mandat présidentiel. Donc la première question nous est posée, on nous dit depuis 10 ans, diriez-vous que les fractures entre les territoires ont eu tendance à se réduire ou à s'accentuer? Selon vous, dans quel domaine l'État et les collectivités doivent-ils agir en priorité pour réduire ces fractures et permettre à chaque territoire d'exprimer et de valoriser ses initiatives? Alors là, c'est la question que nous avons le plus détaillé la réponse. Voilà la proposition de réponse. Nous percevons une accentuation des fractures entre territoires. Ainsi, par une décision unilatérale de l'État, la baisse des dotations subies par notre commune, donc là il s'agit du mandat précédent, estimée, donc cette baisse à 3 millions d'euros cumulés de 2012 jusqu'en 2019, et 3 millions, pour se donner une idée, ça avait été suggéré, je crois, par M. Éperveillé, de mettre ça en rapport avec notre budget. C'est quoi 3 millions? 3 millions, c'est la moitié du budget annuel de fonctionnement de la ville de Boye. Alors même que notre population connaît une croissance sur la même période de 10%. 10% de croissance et en même temps perte cumulée de 3 millions d'euros. Ceci a impacté notre capacité d'investissement pour répondre aux nécessaires besoins d'équipement générés par cette augmentation de population. On aurait pu faire plus de choses, bien évidemment, si on avait conservé nos 3 millions. Notons qu'en matière d'accès au logement, pour tous, sur notre métropole, l'obligation de produire des logements sociaux à hauteur
de 20%, porté ensuite à 25%, objectif à atteindre en 2025, du nombre total de logements, a permis de réduire les disparités historiques constatées au sein des communes d'une même agglomération. Donc ça, en termes de... c'était la question qui nous était posée sur les fractures. Sur ce point-là, on trouve que les choses ont évolué positivement, même s'il y a encore des disparités. Disons que c'est en train de se combler petit à petit. Et nous précisons quand même s'il nous semble plus acceptable et réaliste de fixer cet objectif à 2030 plutôt qu'à 2025. En particulier pour la ville de Veil, nous sommes partis de très bas, donc vouloir aller très vite, c'est aussi entraîner des difficultés d'acceptabilité. Ou alors d'avoir des pénalités, ce qui permet à l'État de garder des sous. Donc c'est pour ça que nous proposons d'allonger un petit peu la période de régularisation. Nous proposons par ailleurs que les communes qui respectent les objectifs fixés dans les PLH, les plans locaux d'habitat, pour rattraper le manque de logements sociaux, ne soient pas pénalisées par des pénalités appliquées sans tenir compte des réels efforts réalisés. C'est notre cas. On réalise vraiment des efforts, on tient nos objectifs. Certaines années, on les a même dépassés. Et malgré tout, nous sommes soumis à des pénalités. On trouve que quand on fait un effort, il faut aussi savoir le reconnaître, ce qui n'est pas encore le cas au niveau de l'État, vis-à-vis des communes. La fracture entre les territoires est aussi sensible en matière d'accès à l'emploi au sein d'une même intercommunalité. Autre sujet, après les recettes, après le logement, l'emploi. Au sein d'une même intercommunalité. Nous proposons, on sait bien qu'on a un déficit d'emploi en Sud-Loire par rapport au Nord-Loire, au sein même de l'agglomération Nantes Métropole. Nous proposons qu'il soit laissé la possibilité aux intercommunalités de moduler la CVAE, c'est la taxe que payent les entreprises, sur des secteurs où il est nécessaire de rééquilibrer l'emploi. Aujourd'hui, notre taxe, elle est uniforme sur l'ensemble du territoire de Nantes Métropole. Et des exemples, centre-bourg à conforter, si on veut attirer, peut-être qu'il faut être un peu plus léger sur la taxe, les zones d'activité situées en secteur où le taux d'emploi est inférieur à la moyenne de l'intercommunalité. Si on veut rééquilibrer, il faut attirer des entreprises, et ça peut peut-être être un moyen. Mais la loi aujourd'hui ne nous le permet pas. La fracture entre les territoires concerne également l'accès aux services publics nationaux. La Poste, trésorerie publique, on en a pas mal parlé, on en avait parlé au dernier conseil aussi, mais aussi municipaux. Et là, on a un exemple quand même qui nous fait grand peur. Ainsi, en laissant l'initiative à chaque commune de poursuivre ou de stopper la mise en œuvre des temps d'activité périscolaire, sans avoir évalué dans la durée l'intérêt de cette organisation des rythmes scolaires qui avait été imposée il y a peu par l'État. C'est l'État qui a décidé par la loi de nous imposer cette organisation. On le met en place et là on nous dit vous faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas eu d'évaluation de fait. On a peur qu'en laissant cette initiative à chaque commune, eh bien, les disparités entre les élèves et leurs familles, selon leur commune de résidence, puissent être aggravées. L'annonce de la... Et c'est le chapitre qui avait été demandé, justement, à la taxe d'habitation et ses évolutions. Et tous les jours, nous recevons en mairie des informations sur comment le gouvernement souhaite mettre en place l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation pour 80%. Donc cette annonce de la substitution de la taxe d'habitation, dans un premier temps, mécaniquement, ce serait un dégrèvement, puis à terme, on le remplace par une dotation figée, nous semble de nature à aggraver les fractures entre communes. On va expliquer pourquoi. Certes, tout le monde peut s'accorder à reconnaître que les bases de calcul de la taxe d'habitation, on est intervenu, nous, déjà depuis 9 ans sur ce sujet-là, les bases de calcul de la taxe d'habitation sont aujourd'hui inadaptées et injustes, puisqu'elles sont basées sur des valeurs locatives qui avaient été fixées, je crois, en 1975. Et vous imaginez le bourg de Bouaille en 1975. C'est pas du tout la réalité d'aujourd'hui. Donc l'éloignement par rapport au commerce n'a plus rien à voir. Donc, on est dans des choses qui sont inadaptées, injustes. Certes, mais pourquoi vouloir corriger ce problème? Si on reconnaît qu'il y a un problème, pourquoi vouloir le corriger pour seulement 80% des contribuables et pas la totalité? À partir du moment où il y a quelque chose qui est injuste, il faut le corriger pour tous. Pas dire on va le corriger pour 80 et les 20% on reste dans l'injustice. C'est quelque chose qui pour nous interpelle. Le fait de maintenir une dynamique fiscale sur 20% des contribuables les plus aisés aggravera inéluctablement les inégalités entre les communes, celles qui accueillent en plus grand nombre ces contribuables les plus aisés, qui eux vont avoir forcément des marges de manœuvre plus importantes, puisqu'elles auront une dynamique fiscale qui restera, et puis celle qui accueille des citoyens
aux ressources plus modestes. Là, forcément, si on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de citoyens qui sont au-dessus des 80% qui n'auront plus de taxe d'habitation, bah là, on est figé complètement. Par ailleurs, le fait de payer l'impôt local, c'est une remarque plus, je ne sais pas comment on pourrait dire, de philosophie politique. Par ailleurs, le fait de payer l'impôt local pour un citoyen non propriétaire, puisque, a priori, les citoyens qui sont locataires aujourd'hui ne payent que la taxe d'habitation, bien sûr pas la taxe foncière. Donc le fait de payer l'impôt local par un citoyen non propriétaire nous semble lui permettre une plus grande attention et intérêt aux dépenses autorisées par le conseil municipal. Comment on paye quelque chose, vous êtes arrivé bien souvent en réunion publique, hein, les gens nous interpellent, non, bon, bah, voilà, on paye des impôts, qu'est-ce que vous en faites, on n'est pas d'accord, vous devriez faire comme ci ou comme ça. À partir du moment où on ne paye plus rien, c'est difficile pour le citoyen de se sentir lui-même porteur de cette intention. L'État, pour réduire les fractures territoriales, pour nous, doit agir en priorité sur les points suivants. Nous en avons distingué 3. Garantir un cadre réglementaire et des aides financières aux missions qui sont et doivent être, il manque un petit mot là, être imposées identiquement à toutes les communes. Il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Le temps d'activité périscolaire, si c'est bien, il faut le faire pour tous, et si c'est mal, il faut le supprimer pour tous. On ne peut pas dire certains vont faire bien et d'autres mal. Simplifier les critères d'attribution de la dotation globale de fonctionnement, effectivement, parce que quand on voit la multiplicité des critères, et je prenais comme exemple que pour calculer, pour aider le montage du budget de nos adjoints dans les communes, aux finances et puis les DGS, il existe un logiciel mis à disposition par l'Association des maires de France qui connaît très bien toutes les subtilités de la dotation globale de fonctionnement. On le renseigne, ça aide à monter le budget, et l'année dernière, une fois que sur cette base-là, on a pu remplir notre budget, finalement, quand on a l'information après des services de l'État, le chiffre est encore revu à la baisse. Je vais quand même dire que les critères d'attribution sont quand même pas très transparents. Ils sont compliqués. Il faut vraiment travailler à Bercy pour s'y retrouver. Hein. C'est d'une complexité assez extrême. Et garantir une évolution de cette DGF indexée sur l'évolution de la population. Oui, on augmente de 10% et on baisse. Troisième point, ne faire supporter à l'ensemble des collectivités locales pour contribuer à l'équilibre des comptes de la nation. Donc on est conscient de ce que je disais tout au début, hein, la phrase du Premier ministre, c'est sûr qu'il faut équilibrer les comptes de la nation. Et on peut bien, il y a eu des efforts de fait dans le mandat précédent, il faut certainement les continuer, mais il faut que cet effort soit proportionnel à la dette des collectivités au sein de la dette publique. Et là, il y a un petit tour de passe-passe, puisqu'aujourd'hui, on veut nous faire supporter 20% par rapport à l'ensemble de la dette, mais ce n'est pas la dette des collectivités locales, ça ne représente pas 20%. Donc c'est un piège. Il y a un petit tour de passe-passe, en fait. On veut nous faire supporter plus. Celui qui est généré de la dette, c'est principalement l'État. Donc c'est chacun qui doit assumer ses responsabilités. Là, on veut nous faire payer pour des décisions qui ont été prises par d'autres. Pour permettre à chaque territoire d'exprimer et de valoriser ses initiatives, je reprends la phrase de la question, il faut sur notre... Alors là, on est d'actualité. Il faut sur notre territoire du Grand Ouest que l'État respecte le choix des majorités élues démocratiquement au sein des assemblées régionales, départementales et locales, toutes favorables au transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Sur ce sujet, une consultation démocratique a été organisée en juin 2016, à la demande du président de la République. Ce n'est pas une initiative locale, c'est à la demande du président de la République. Sur le territoire du département de Loire-Atlantique, une majorité nette s'est prononcée pour ce transfert. L'État qui souhaite aujourd'hui, je le cite, je cite le courrier, construire ensemble une décentralisation assumée et renouée avec une relation de confiance au service de la République, eh bien l'État doit faire respecter le verdict des urnes et exercer sa mission de maintien de l'ordre, parce que c'est ça la question de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas une question de pour ou contre aujourd'hui, c'est une question de maintien de l'ordre pour que la démocratie l'emporte sur des groupes de pression minoritaires et violents. Ça, c'est un point extrêmement fort que nous avons rappelé d'ailleurs lorsque nous avons reçu, nous aussi, et moi en tant que maire, et Frédéric Rochon et Myriam Bijard en tant que conseiller de notre canton, les médiateurs sur ce dossier. Puisqu'on nous donne la parole, eh bien, nous rappelons ça à l'État. La deuxième question qui nous est proposée, c'est l'allègement des normes qui s'imposent aux collectivités pourrait permettre de dégager des économies.
avez-vous des propositions en ce sens qui permettraient à votre collectivité de réaliser des économies sans mettre en cause la sécurité des personnes et des biens? Évidemment. Alors, nous en avons deux. Régulièrement, les fédérations sportives nationales, voire même des fois internationales, mais nos fédérations nationales changent les normes. On a des exemples sur les 9 dernières années en matière de traçage, en matière d'équipement requis. Il a fallu mettre des petits compteurs maintenant quand on joue au basket, en compétition, il y a des petits compteurs pour décompter le temps quand on est dans une surface de jeu. Bon, tout ça, il faut l'acheter. Donc les fédérations changent les normes pour organiser la pratique de leur discipline en compétition. Le coût est alors totalement supporté par les communes. Là encore, il y en a un qui décide, mais c'est un autre qui paye. Donc vous décidez quelque chose, mais c'est votre voisin qui paye. C'est ça la difficulté quand même. Nous proposons qu'à chaque changement de norme, qui ne remet pas en cause la sécurité des personnes et des biens, les coûts induits soient évalués. Il faut d'abord, avant de prendre une décision, savoir combien ça va coûter, et supportés en totalité par les fédérations sportives demandeuses. C'est celui qui demande qui doit payer. Et je pense qu'on aura une simplification des normes, c'est-à-dire qu'il y aura moins souvent des changements de normes si celui qui les demande les paye. Nous constatons, outre les coûts imposés par la création de nouvelles normes, des effets parfois illogiques et contradictoires aux volontés publiques induites par certaines normes. Ainsi, nous avons à l'esprit un exemple vécu sur notre commune. Nous avons dû engager, et on est tout à fait bien sûr favorable à toute l'adaptation de nos bâtiments et au cheminement pour les PMR. On a adopté ici un ADAPT et chaque année on essaye de réaliser tout ce qui doit être fait. Et nous avons dû engager une dépense d'argent public inutile pour mettre aux normes PMR les vestiaires, arbitres et joueurs liés au terrain de football de notre commune. Il n'est malheureusement pas adapté pour une personne en fauteuil. C'était ça, il a fallu élargir les portes pour pouvoir faire passer un fauteuil. Il n'est pas possible pour une personne en fauteuil d'arbitrer ou de jouer sur un terrain en herbe ou synthétique. C'est possible en salle et il faut que les locaux, les vestiaires soient aux normes d'accessibilité. Sur le terrain en herbe, c'est totalement illogique. Il a fallu le faire, sinon nous n'avions pas le permis de construire. Il a fallu dépenser de l'argent public. Cette aberration nous amène à proposer, le cas échéant, qu'il soit possible aux collectivités de demander, en le justifiant explicitement, il ne faut pas essayer de détourner la loi, il faut expliquer pourquoi auprès de la commission préfectorale d'accessibilité et demander une dérogation aux règles par ailleurs nécessaires pour permettre l'accessibilité universelle. Mais quand il y a des choses aberrantes, essayons d'être plus intelligents. C'est un peu ça la remarque. Troisième question, sur les projets d'investissement sont souvent complexes à mettre en œuvre et en particulier lorsque la collectivité ne dispose pas de ressources suffisantes en termes d'ingénierie. Pourriez-vous préciser de quel type de soutien vous auriez besoin pour faciliter et accélérer la réalisation de vos projets à l'échelle communale ou intercommunale? Et on a des exemples en tête. Alors, pour faciliter et accélérer la réalisation de nos projets à l'échelle communale ou intercommunale, il est impératif de stabiliser sur le long terme les dotations de l'État sur des bases équitables, explicites et pérennes. Voilà. Comment voulez-vous que nous prévoyions des plans d'investissement alors que nous ne savons même pas, quand on fait le budget, quelle va être la diminution de l'État? Il faut que les règles soient connues, il faut qu'elles soient bien explicites et pérennes. Il ne faut pas que tous les ans on change les règles. En effet, l'absence de prévision fiable d'une partie significative des recettes d'une année sur l'autre ne permet pas de sécuriser la planification des projets d'investissement. C'est là l'attente la plus importante de notre collectivité pour pouvoir gérer avec sérieux les services publics de proximité et investir en connaissance de recettes aux mécanismes stabilisés. L'État est libre de définir les mécanismes qu'il veut définir. Ça, on ne le conteste pas. Il y a une élection démocratique, c'est l'État choisi. Mais il faut que ces mécanismes soient stables. Quand vous jouez à quelque chose, et vous devez connaître les règles du jeu. Nous, on ne joue pas avec l'argent public, il faut connaître les règles du jeu. Par ailleurs, pour faciliter certains projets, l'appui technique et juridique des services de l'État nous semble utile en amont des projets. C'était une remarque qu'avait fait M. Louvet. Cela impliquerait une ingénierie accessible par les communes dans une mission de conseil pour gagner du temps et éviter le risque de rejet de projets en cours d'instruction. Parce qu'effectivement, on nous laisse des fois un petit peu seuls. Alors, si on arrive à trouver les bons conseils et à les financer, on va arriver au bout du chemin. Peut-être que les services de l'État pourraient nous accompagner avant. On gagne du temps et on démine un peu les risques. Les innovations et les expériences. La quatrième question posée par
le Premier ministre. Les innovations et les expérimentations se multiplient dans tout le territoire. Souvent, ces initiatives ne sont pas suffisamment connues, alors qu'elles mériteraient de l'être. Quelles initiatives ou bonnes pratiques liées à la mise en œuvre d'une politique publique et ou à la gestion de votre collectivité mériteraient, selon vous, d'être valorisées et reproduites ailleurs? C'est un peu l'idée d'un échange de bonnes idées. Alors, on ne veut pas nous forcément faire particulièrement les malins et briller nationalement, mais enfin, quelque chose qui rencontre un vif succès auprès de la population, mais qui peut ne pas s'avérer forcément simple. On en a donné l'exemple, afin d'encourager tant le développement d'une agriculture biologique que la pratique de circuits courts pour limiter les transports, donc là on est bien dans des objectifs politiques, notre collectivité prépare la mise à disposition de terrains communaux à un maraîcher afin qu'il puisse fournir les légumes nécessaires aux cantines scolaires. Cette idée simple rencontre un vif succès auprès de la population. Les règles des marchés publics qui devront bien évidemment être respectées par notre collectivité ne seront-elles pas un frein à la mise en œuvre et à la reproduction de cette initiative? C'est un petit doute, on va essayer de le lever. Mais vu les montants de commandes, il faut respecter bien entendu les règles des marchés publics. Voilà, comment, là aussi, des règles ne peuvent pas mettre des fois à mal ou complexifier une bonne idée. Bon, voilà ce qui vous est proposé, que nous avions présenté et amendé en commission. Y a-t-il, bien sûr, un débat? Madame Gobin. Tout d'abord, c'est vrai qu'on a pris plaisir, sincèrement, à travailler sur ce sujet. C'était un travail collaboratif intéressant. Pour autant, comme on l'avait été entendre en commission, on s'interroge un peu sur la pertinence de la démarche de concertation du Premier ministre au moment même où l'État met davantage encore en péril les collectivités, notamment quand il adressait ses courriers aux maires et dans le même temps il supprimait les emplois aidés. Donc, pour ce fait-là, entre autres, on s'abstiendra. On n'est pas non plus tout à fait en phase avec l'intégralité du contenu que vous avez rédigé, mais on respecte vos délais, vos idées, donc pour ces raisons, on s'abstiendra. Y a-t-il d'autres interventions? Particulièrement. La transmission à la... Oui, c'est ça. Alors ce courrier répondra bien entendu au Premier ministre, on va l'envoyer également à Madame la Préfète et puis à l'Association des maires de France. Et puis, puisque j'aurai l'occasion de rencontrer à sa demande notre député de circonscription, je lui remettrai en main propre dès la semaine prochaine ce document. C'est important que notre représentation nationale soit bien au courant de ce qui nous préoccupe. C'est vrai, je comprends ce que vous exprimiez en disant est-ce qu'il faut le prendre au sérieux. Ça peut être aussi un peu un habillage, un petit peu, cette démarche-là. On le prend au mot, on le croit sincère, on y va, on joue le jeu. On joue le jeu, après, on verra si c'était de l'enfumage ou si derrière, il en ressortira quelque chose de positif. Mais on se dit, on joue le jeu, allons-y. Oui, monsieur Boué. C'est au niveau de la lettre qui a été envoyée à tous les maires de l'Atlantique. Oui. Mais pourquoi on n'a pas fait une lettre commune? Parce que c'est presque identique les demandes, je crois. Il y aura beaucoup plus de poids pour moi, parce que chaque conseil va donner son avis. Je pense que notre démarche, qui se veut la plus démocratique possible, n'est pas toujours celle qui fait Il va être différent son avis. L'avis de la oui, montagne. alors, nos grandes structures, je pense le département a fait une réponse, et puis les grandes structures qui regroupent les collectivités, l'AMF, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et des régions, vont faire des réponses, puisque derrière ils ont des structures, ils ont des capacités. C'est vrai que pour argumenter ça, il faut prendre un temps, les petites communes n'ont pas forcément derrière les services pour faire, ça c'est un travail d'élu, hein. C'est pas nos services municipaux qui ont été mobilisés, c'est une production d'élus. Oui, mais il faut répondre pour le 1er octobre, voilà. Donc c'est un peu court. Madame Gobin. Pour répondre à M. Boué, je pense que toutes les communes n'ont pas forcément la même perception de ce sujet-là. La preuve, nous, on n'est pas non plus en phase sur, entre autres, en matière de logement social. Vous considérez qu'effectivement l'histoire a créé des disparités sur le territoire et que finalement, vous dites c'est pas si mal que pour tout le monde de se unifier. Nous, c'est pas notre point de vue. Donc c'est un des points. À l'inverse, par exemple, c'est aussi l'histoire qui a fait que sur le plan des emplois, on ait de fortes disparités sur le territoire
département, notamment simplement la barrière de la Loire. Et là, en revanche, pas d'obligation pour chacune des communes d'avoir, on pourrait imaginer d'avoir un pourcentage de création d'emplois, enfin, on pourrait avoir aussi des contraintes aussi fortes qu'elles sont imposées pour le logement social. Oui. Donc vous voyez, c'est des points de vue sur lesquels on n'est pas... Vous avez vu, notre proposition, elle est plus pour être incitative et pas, elle n'est pas pour sanctionner, justement, elle est pour être Le incitative. législateur, lui, n'a pas du tout envisagé tout ça. Alors c'est vrai qu'on le propose, mais pour autant, il y a quand même des divergences de points de vue. Il faut que ce serait sans doute difficile d'écrire un courrier au nom des 200... Vous avez retrouvé notre philosophie qui sépare bien dans ce que vous exprimez bien, souvent la gauche et la droite, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté qui est exprimée pour nous de combler le mieux possible les inégalités. C'est quand même ça qui... Inégalité d'emploi, inégalité de logement. Ça reste quand même une forte valeur. Notre esprit de tolérance nous autorise à respecter Voilà. votre avis. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, je mets au voix ce texte assez long, mais bon, j'espère qu'il ne nous écrira pas toutes les semaines. Parce que, qui s'abstient? Alors, attention, qui s'abstient sur ce texte-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qui vote pour? Voilà. Je change que nous allons. Alors. Chantal? Pourquoi 22? Oui, c'est ça, 22, c'est parfait.